La 6e conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique s'est tenue du 27 au 28 août 2016 à Nairobi, au Kenya, en présence du chef de l'État Faure Esozimna Gnassingbé. Le gouvernement japonais a promis 30 milliards de dollars d'investissement en Afrique d'ici à 2018 et 73 accords commerciaux entre des sociétés africaines et des sociétés japonaises. La semaine de l'UEMOA de la foire Adiafi a démarré à Lomé, une conférence inaugurale axée sur les défis de la compétitivité des micro-entreprises, des petites et moyennes entreprises et industries face à la politique d'intégration économique de l'UEMOA a eu lieu hier. Et puis la Miss Togo 2016 est connue, c'est la candidate numéro 8, Kokwe Baldina d'Almeida, conquis le jury de par sa beauté intellectuelle et physique. Elle a 20 ans, elle mesure 1,82 m. On va y revenir dans ce journal. Voilà pour les titres du 20h de ce dimanche. Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal que nous ouvrons avec la 6e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique qui s'est ouverte ce samedi à Nairobi, au Kenya. Le président de la République Faure Esozimna Gnassingbé a répondu à ce rendez-vous du renforcement du partenariat entre l'Afrique et le Japon. Faire progresser le développement durable de l'Afrique, TICAD 6, un partenariat pour la prospérité, un thème révélateur des préoccupations des dirigeants africains, des enjeux de développement autour du Premier ministre japonais Shinzo Abe, réuni pour la première fois sur le continent africain. Le gouvernement japonais a promis 30 milliards de dollars d'investissement en Afrique d'ici à 2018 et 73 accords commerciaux entre des sociétés africaines et des sociétés japonaises. Joseph Amigon. Faire progresser le développement durable de l'Afrique, TICAD 6, un partenariat pour la prospérité, un thème révélateur des préoccupations des dirigeants africains des enjeux de développement autour du Premier ministre japonais Shinzo Abe, réuni pour la première fois sur le continent africain à Nairobi au Kenya. La 6e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD 6 s'est donc ouverte ce samedi 27 août 2016 au Kenyatta International Convention Center à Nairobi au Kenya. Le président de la République, Faure Gnassingbé, a répondu à ce rendez-vous du renforcement du partenariat entre l'Afrique et le Japon. Une occasion renouvelée du renforcement de la coopération entre l'Empire du Soleil levant et les pays africains afin de mieux circonscrire les besoins réels de leur émergence. Le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, est présent à Nairobi, non seulement pour une participation active à cette rencontre, mais aussi à la rencontre des partenaires bilatéraux et multilatéraux disposés à accompagner le Togo dans son processus de développement durable. À la cérémonie d'ouverture de cette 6e TICAD, les intervenants, notamment le chef de l'État hôte, Uhuru Kenyatta, le président de l'Union africaine, Idriss Déby Itno, président de la République tchadienne, et le Premier ministre japonais Shinzo Abe ont tous salué la nouvelle forme de coopération entre l'Afrique et le Japon, marquée par des consultations périodiques pour mieux répondre aux besoins réels des populations suivant l'agenda 2063. Toute une litanie de promesses a été faite par le Premier ministre japonais au cours de son intervention, portant notamment sur la santé, les infrastructures, l'agriculture, l'énergie, la formation. Le partenariat dans le cadre de la TICAD dure déjà 23 ans et le montant global du soutien à l'Afrique par le Japon est estimé à 47 milliards de dollars. Au cours de cette rencontre de haut niveau, les délégués ont planché sur plusieurs thèmes à travers des sessions plénières et thématiques, entre autres à la diversification de l'économie et l'industrialisation, le soutien au système de santé, la stabilité sociale pour une prospérité partagée. La délégation togolaise a pris une part remarquée dans les différents ateliers. Et voilà ce qu'on pouvait retenir pour l'instant de la 6e conférence internationale pour le développement de l'Afrique tenue à Nairobi au Kenya en présence du chef de l'État Faure Esozimna Gnassingbé.
L'orientation doctorale et la problématique de la recherche, action et développement. Ce sujet a fait l'objet d'une conférence à Accra, une initiative de l'Académie de leadership et de management en Afrique pour amener les étudiants à s'intéresser très tôt à la recherche. En clair, c'est pour former des chercheurs locaux, ce qui va déclencher l'émergence de notre économie. Esther Mouzou. Les systèmes éducatifs dans la plupart des pays en développement sont calqués sur ceux des pays occidentaux. Les actions de recherche aussi se font sur la même base. Mais des réflexions soutiennent que les pays pauvres doivent eux-mêmes penser leur développement en tenant compte de leur réalité. L'Académie de leadership et du management en Afrique, Alma Togo, se retrouve dans cette réflexion. Elle a initié à Accra une conférence sur l'orientation doctorale et la problématique de la recherche, action et développement. Il y a beaucoup d'études qui ont démontré que c'est la formation des chercheurs locaux dans notre pays qui va déclencher l'émergence de notre économie et la vraie indépendance de l'Afrique. Tant que nous n'allons pas penser notre propre développement, tant que nous allons continuer à être simplement des activistes, être des gens qui prennent les réflexions des autres pour appliquer chez nous, nous n'allons pas décoller. Donc nous pensons qu'il faut former des chercheurs locaux à partir des partenariats internationaux, qu'il faut que chaque milieu ait ses propres fils qui réfléchissent à son développement. Nous pensons qu'il faut initier la recherche très tôt. Quand tu fais un mémoire, tu réfléchis sur un thème, tu vois comment combiner excellence académique et entrepreneuriat, tu es obligé de faire différemment, d'apporter une valeur ajoutée à ta société ou à l'entreprise. Des chercheurs ont mené une étude sur le dialogue interreligieux et interculturel comme facteur de sécurité et de paix dans le monde et en l'occurrence en Afrique de l'Ouest. Cette étude a aussi été abordée au cours de cette conférence. Cette étude a concerné à répondre à l'hypothèse selon laquelle la pauvreté et l'ignorance seraient à la base de l'endoctrinement des esprits et donc la menace à la sécurité qui est base fondamentale de notre développement. Par rapport à nos étudiants, nous leur parlons de comment ils doivent cohabiter, quelle qu'en soit la religion dont ils font partie. L'Académie de leadership en management en Afrique qui a organisé cette conférence célèbre ses 9 ans d'existence. Elle a profité de la rencontre pour échanger avec les participants sur les activités qu'elle a menées pendant ces 9 ans. On en vient à l'environnement. Les pays de la sous-région ouest africaine vont désormais travailler en synergie pour une surveillance plus efficace des ressources forestières. Les représentants de chaque pays se sont retrouvés à Lomé pour échanger sur les techniques et méthodologies à mettre en place pour une collaboration effective contre les changements climatiques. Comme vous pouvez le dire. La lutte contre les changements climatiques, pour être efficace, nécessite des actions concertées. Les pays de l'espace ouest africain l'ont si bien compris. Leur collaboration aboutira sur un partage d'expériences en matière de protection et de gestion des ressources forestières. Chacun d'eux disposera désormais des informations et des données fiables en vue des actions pour une surveillance effective de ces ressources indispensables à la survie de l'homme. Lorsque nous agissons individuellement, nous n'avons pas les résultats comme nous les espérons. Quand je prends l'exemple de notre côte, lorsque chacun s'active à protéger sa côte, on crée d'autres dommages dans les autres pays. Donc il faut être ensemble pour arrêter les politiques et les actions et stratégies à mener pour que ça soit plus efficace. C'est pour ça qu'il faut nécessairement une certaine collaboration. Cette vision des pays de l'Afrique de l'Ouest a donc suscité l'adhésion de l'Office fédéral de l'environnement suisse. C'est pourquoi il soutient et appuie cette rencontre de renforcement de capacités. C'est très important pour tout le processus international d'utiliser les forêts dans le processus de développement durable, d'utiliser aussi durablement la forêt, les ressources forestières, dans la production d'énergie, par exemple, dans la production de bois. Donc, c'est très important que toute la population participe dans ce processus. Parce que ce n'est pas le gouvernement qui va faire l'aménagement des forêts, c'est la population. Selon les responsables environnementaux togolais, la perte de la couverture forestière au plan national
est passé de 3,4% à 5,8% entre 2005 et 2010. Soucieux de cette situation, le gouvernement, dans sa politique forestière nationale, entend œuvrer pour atteindre un taux de couverture de 30% à l'horizon 2050. Et face justement au changement climatique et les conséquences qui en découlent, le gouvernement togolais multiplie des actions. Les partenaires emboîtent le pas pour contribuer à la sauvegarde de l'environnement, notamment la Croix-Rouge. En Abam, dans Tandjouar Sud, et à Tandjouak-Anaki Ouest, dans Tone Nord, des actions sont menées au bénéfice des populations. Désiré à l'œil. Voici en aval l'érosion avancée des sols le long de la rivière Nabam, dans Tandjouar Sud. Une dégradation des berges et si l'on ne fait rien, des catastrophes graves seront enregistrées ici. Plus de peur que de mal. En amont, les travaux sont entrepris avec l'aide de la Croix-Rouge togolaise et son partenaire allemand, dans le cadre du projet Adaptation au changement climatique. Des cordons pierreux, une action thématique pour bloquer le phénomène. Nous avons trouvé qu'il y a intérêt et encore le technicien était venu et on a fait encore la correction des diguettes. Bon, les pluies qui venaient maintenant, on n'a pas assez de problèmes maintenant. Quand le premier orage était venu, on a eu la sédimentation, c'est ce qui nous a plus intéressé et l'eau n'a pas pu éroder maintenant et l'eau là, le débit était là maintenant. Même risque de catastrophe dans la vallée de Tandjouak, dans Naki Ouest, où les populations riveraines retrouvent la joie aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes contentes de la Croix-Rouge. Ce que nous avons fait là, protéger nos champs, nos murs, c'est-à-dire nos maisons, quoi. Ça a protégé le lot. Maintenant, nous avons trouvé la chance pour cultiver le riz. Avant, l'eau coulait ici vite. On ne pouvait pas cultiver le riz ici. Pour y arriver, c'est tout un travail ardent qui s'est organisé. Une chance qu'il ne fallait pas perdre. Le travail que nous avons fait ici, là, c'était pas facile. Si nous laissons la Croix-Rouge aujourd'hui, nous allons perdre. Nous avons pris les cailloux dans les montagnes pour venir placer ça ici. Les diguettes là, le premier jour, ce n'était pas facile. Bon, on trouvait que c'était un travail vraiment dur. On a trouvé qu'on a plus d'espoir. La pose des diguettes anti-érosives constitue la première phase, une phase en voie d'achèvement qui sera relayée par le repiquage des vétivergues et un reboisement général. C'est une méthodologie qui a permis à la communauté de s'apercevoir, de s'approprier la technique de cette pose-là et nous pensons qu'elle va pouvoir se l'approprier et donc continuer un temps soit peu la pose de ces cordons pierreux. Ce sont des messieurs exemplaires qu'on veut montrer aussi à la population et même ancrés dans la Croix-Rouge togolaise. Surtout ici dans la région Savane, l'érosion est un phénomène fréquent et vraiment visible et je souhaite aussi qu'on peut continuer dans les mesures de possible. La Croix-Rouge contribue à sa manière à la gestion des risques de catastrophe. D'ici peu, les berges de Nabam et de Tandjouak trouveront un couvert végétal, une solution à l'érosion et les paysans tireront profit de plus en plus s'ils appliquent les consignes données pour sauvegarder l'environnement en pratiquant par exemple les clôtures selon les courbes de niveau. Je vous l'annonçais en titre, Lomé abrite du 27 août au 12 septembre 2016 la semaine de l'UEMOA de la foire à Adiafi. La conférence inaugurale a eu lieu hier autour du thème « Les défis de la compétitivité des micro-entreprises, des petites et moyennes entreprises et industries face à la politique d'intégration économique de l'UEMOA ». Plusieurs jeunes entrepreneurs togolais et du reste des pays de l'espace UEMOA y prennent part. Siméon Onake, Ramdan Bassina. Les entrepreneurs togolais, pour réussir le pari de l'excellence, doivent non seulement être compétitifs et innovants, mais aussi s'ouvrir à d'autres marchés sous-régionaux et internationaux. La foire à Adiafi, qui est à sa 5e édition, est un cadre idéal pour exposer leur savoir-faire. En s'ouvrant au pays de l'espace UEMOA, cette exposition mise sur les échanges d'expériences. Étant donné que la recherche est moins financée dans nos États, ça réduit les capacités d'innovation de ces entreprises et évidemment face à la concurrence internationale très rude,
nos entreprises PME, PMI, les jeunes entrepreneurs ne peuvent donc pas se positionner sur le marché international et cela réduit leur présence et donc cela constitue un défi majeur à relever par nos États. À cette conférence inaugurale de la semaine de l'UEMOA qui a réuni exposants, entrepreneurs et experts, il s'est agi surtout de trouver des voies et moyens pour que ces jeunes puissent avoir un accès facile au marché. Je pense qu'en ayant une collaboration entre les États membres de l'Union et nos différentes institutions, les différents organes de l'Union, nous allons parvenir enfin à avoir, des actions communes, des actions concertées pour faire en sorte que cette compétitivité des entreprises ou des produits des entrepreneurs soit assurée demain. La foire à Diefi, c'est du 26 août au 12 septembre. La semaine de l'UEMOA, elle, s'achèvera le 1er septembre. Véritable rendez-vous du donner et du recevoir, la foire à Diefi se veut une vitrine de l'entrepreneuriat togolais. Actualité à l'étranger au Gabon, en bref, le Gabon donc dans l'attente des résultats de sa présidentielle. Le dépouillement est en cours avec des résultats attendus lundi ou mardi. Beaucoup de monde ce samedi dans les bureaux de vote. Deux candidats sont favoris, le président sortant Ali Bongo et son principal adversaire Jean Ping. Donald Trump, qui avait essayé de modérer sa campagne, a renouvelé ses menaces contre les illégaux. Si je suis élu, a-t-il dit, le premier jour, je commencerai à expulser tous les immigrés criminels et illégaux remis en liberté par l'administration Obama-Clinton. Donald Trump a aussi répété qu'il fera construire un grand mur à la frontière avec le Mexique. Que ce soit à Las Vegas, où il s'affiche avec des représentants de la communauté hispanique, ou bien à New York avec cette fois des interlocuteurs afro-américains, Donald Trump ne ménage pas ses efforts pour tenter de convaincre les minorités qu'il est le candidat qui prendra le mieux en compte leurs aspirations. Et lorsqu'il prend la parole en public, comme hier soir en Iowa, il ne lésine pas sur les promesses. My goal is to provide good jobs and even great jobs. Good schools and safety to every Hispanic community, African American community in the country. Mais dans la foulée de ses propos, le candidat républicain aborde l'un de ses thèmes favoris, l'immigration. Il confirme la construction d'un mur aux frontières, et ce n'est pas tout. Day one, I'm going to begin swiftly removing criminal, illegal immigrants from this country. Including removing the hundreds and thousands of criminal illegal immigrants that have been released into the United States and United States communities under the incompetent Obama-Clinton administration. Il affirme aussi vouloir empêcher les immigrés illégaux d'accéder aux couvertures sociales et aux autres droits. Il y a 2 semaines, Donald Trump a changé les principaux responsables de sa campagne. L'idée était de préférer, devant un micro, sa liberté de parole à un discours soigneusement rédigé. Donald Trump est effectivement redevenu Donald Trump. La guerre contre la drogue lancée par le nouveau président philippin a déjà fait près de 2000 morts dans le pays. En arrivant au pouvoir, le président Duterte avait déclaré « Vous connaissez un drogué, allez-y, tuez-le ». Donc partout dans le monde, les voix s'élèvent aujourd'hui pour dénoncer ces incitations au meurtre et aux exécutions extrajudiciaires. Au pas de charge, le patron de la police philippine mène une guerre sale contre la drogue. Cette semaine, il incite encore une fois la population à participer à la chasse implacable aux narcotrafiquants. Vous pouvez les tuer parce que vous êtes les victimes. Allez les voir, jetez l'essence sur leur maison et brûlez tout. Montrez-leur votre rage. Depuis son élection en juin dernier, le président philippin Rodrigo Duterte, qui avait fait de la lutte contre la criminalité son principal argument de campagne, multiplie les appels au meurtre de narcotrafiquants. Une justice totalement arbitraire. Résultat, plus de 2000 personnes ont été assassinées. Et les premières victimes de cette chasse à l'homme sont les petits dealers et les drogués.
Au total, près d'un demi-million de Philippins, soit 2% de la population, auraient une addiction aux drogues, selon des organismes internationaux. La peur de mourir, une balle en pleine tête, est omniprésente chez les toxicomanes. Conséquence, dans tout le pays, les centres de désintoxication sont pris d'assaut, comme celui-ci à Manille, qui accueille une centaine de femmes. Révine, qui vit avec ses 3 enfants dans un bidonville, explique avoir peur d'être la prochaine sur la liste. La femme, d'une 30aine d'années, a assisté au meurtre d'une toxicomane, abattue par 2 hommes masqués. Elle ajoute que sur les corps, les meurtriers jettent des cartons avec inscrit « drogué » ou « dealer ». Dans ce centre, peu à peu, les femmes échappent à cette vague meurtrière et réapprennent à vivre sans leur accoutumance aux drogues. Un espoir auquel toutes s'accrochent au moment où Rodrigo Duterte réaffirme sa promesse d'éradiquer le trafic de drogue en 6 mois. En Italie, le dernier bilan du séisme de mercredi s'élève à 291 morts. Des milliers d'Italiens ont tout perdu dans cette catastrophe. Certains ont été recueillis par des proches, d'autres ont trouvé refuge sous tente ou dans des logements préfabriqués mis à la disposition par la protection civile italienne. Alors que vont-ils devenir dans les prochains mois? En attendant, le gouvernement a débloqué 6 millions d'euros pour répondre à l'urgence. Il repart vers la zone rouge d'Amatrice. Cette unité de la Croce Rossa, la Croix-Rouge italienne avec son brancard, est là pour prendre en compte les corps qui pourraient être découverts. Depuis le premier jour, ils sont au cœur du dispositif de secours. Quelques heures après le séisme, la Croix-Rouge italienne a mis en place une véritable force d'intervention. 450 volontaires sont arrivés de toute l'Italie. Un village de tentes est monté pour prendre en compte les victimes et appuyer les sauveteurs. Je peux dire que tout le monde a vraiment envie de faire, de contribuer. C'est difficile de faire autrement, même si c'est dur, mais c'est ce qui nous rend heureux. Pour garder le moral, le point central, quand autour il n'y a plus rien, c'est la cuisine. Sergio Cindy et son équipe font manger 1500 personnes par jour. Et il faut que ce soit bon. Là, nous avons des bocconcini de veau en sauce, avec du fromage. Mais très vite, la catastrophe reprend le dessus. Et derrière ce périmètre, les psychologues de la Croix-Rouge prennent en charge les familles qui viennent reconnaître les corps de leurs proches. Valentina Piaccini doit leur faire apprivoiser la douleur et la colère. Ils ont vécu une tragédie et c'est pour cela qu'ils ressentent ces émotions. Nous essayons de rendre normale une situation qui est extraordinaire par sa gravité. À Amatrice, la Croce Rossa va bientôt diminuer son dispositif. Les bénévoles vont rentrer chez eux. Ils reviendront, ils l'espèrent plus tard, pour assurer la logistique de la reconstruction. On revient en page nationale. La célébration de Toguyani, c'était hier à Tado, dans le Moyen Mono. Cette fête rituelle a rassemblé les filles et fils du terroir pour revisiter leur histoire à travers chants et danses traditionnels. C'est également un moment pour penser au développement en vue de la promotion des valeurs et richesses culturelles de la préfecture. Sylvain Raboudou. Sorti du roi de son palais royal entouré de ses sujets dans une procession de chants et danses rituelles. La dernière apparition de Toguyani remonte à 1 an comme l'exige la traditionnelle du palais des Ajaïbés de Tado. Un moment pour les fils et filles du terroir de faire un retour à la source pour revisiter leur passé commun depuis leur départ d'Oyo au Nigeria jusqu'à ce site d'accueil Tado. Toguyani, c'est le roi des Adja. Au fait, il a quitté Oyo avec un groupe à sa suite et ils sont venus s'installer à Tado. Au jour d'aujourd'hui, nous rappelons de lui et pour célébrer ce passé-là. C'est une occasion aussi qui permet au roi des Adja de faire une sortie solennelle. Et ça se fait une fois l'an. Et c'est à cette occasion.
Tado dispose de véritables atouts et richesses culturelles, mais aussi cultuelles. Des richesses en conflit avec la modernité qui nécessitent d'être sauvegardées pour les progénitures. Et pour y parvenir, des actions sont envisagées pour faire pérenniser ces patrimoines matériels et immatériels et garantir l'identité culturelle de la localité. Nous sommes en train de programmer la construction d'un musée, mais également de reconstruire tout le palais du royaume. Mais non seulement construire un musée et reconstruire tout le palais, mais faire des efforts pour inscrire également cette fête culturelle comme un des joyaux à l'UNESCO. Et nous sommes également en train de planifier un développement de tout le royaume de Tado, mais également des cantons et villages environnants. La célébration du Togbouyani constitue également un moment de retrouvailles, mieux une plateforme de discussion pour renforcer la solidarité entre les fils et filles de Tado venus du Togo et d'ailleurs. Cette occasion offre aussi au peuple de remercier les mains des ancêtres et surtout solliciter leur clémence pour la protection de la population contre tout mal. La célébration de la fête traditionnelle Togbouyani permet donc de faire découvrir les valeurs traditionnelles, artistiques et culturelles du peuple Adja. Par la même occasion, cette fête est un véritable facteur d'unité, dans la mesure où elle donne l'opportunité à tous les Adja répandus à travers le monde de se retrouver, de revisiter leur passé commun en vue de poursuivre leur marche autant que faire se peut dans les lignes tracées par leurs illustres ancêtres pour construire un avenir meilleur. La mobilisation des peuples Adja autour de leur traditionnel témoigne encore de l'intérêt qu'ils accordent à Togbouyani pour faire de ce rendez-vous un pôle touristique et de découverte de la cité des Adja Tado. C'était la fête également hier dans la préfecture de Lavé. Tous les ressortissants se sont retrouvés pour célébrer à Vézan. L'occasion pour eux de réfléchir sur les actions à mener pour le développement durable de Lavé. Serge Tastom, Komou, Poyodé. 11e édition de la fête Evezan. Filles, fils, dignitaires et cadres de la préfecture de Lavé se sont retrouvés pour célébrer leur identité culturelle. Un moment de retrouvailles pour répondre aux questions de développement du milieu. Prestation de danse du terroir à travers un folklore riche et diversifié. Le peuple Ando a une grande partie de cette partie de la paix qui est au Ghana. Et ils sont tous là avec nous aujourd'hui. Ando a eu un prix à Rio par rapport à la forêt. Et nous avons la forêt communautaire dans nos communs qui fait l'honneur de notre préfecture et qui est un signe pour demander aux fils de Lavé de continuer dans ce sens, de planter des arbres, de rendre AV, c'est-à-dire AV forêt. Ensemble debout pour un développement durable de Lavé. C'est le thème retenu cette année pour marquer cet événement. Et pour le ministre Pius Agbetomé, représentant le chef de l'État, le choix de ce thème est révélateur de l'engagement de tous à évoluer et offrir un meilleur avenir aux générations futures. L'heure arrive, et elle est déjà arrivée pour tous, fils et filles de Lavé, de réfléchir ensemble sur les opportunités qu'offre l'avenir. Dans ce climat de paix et de stabilité nationale, les défis auxquels sont confrontés le monde en général et notre pays en particulier en matière de développement durable doivent nous inciter à approfondir nos réflexions dans le sens de la sauvegarde, de la préservation et de la valorisation de notre patrimoine culturel. Et Vézan, c'est aussi la promotion de l'excellence dans le secteur éducatif. 60 élèves ont été primés avec des kits scolaires.
Une opération de reboisement a été faite au cours de la semaine pour manifester la volonté du peuple à œuvrer pour la protection de l'environnement. Avec ces 8 cantons, la préfecture de l'Avé compte 46 villages. L'élection Miss Togo, c'était ce samedi au Palais des Congrès de Lomé. Pour cette 22e édition, c'est la candidate numéro 8, Kokwe Balbina d'Almeida, qui a été sacrée Miss Togo 2016. Elle a conquis le jury par son éloquence et sa beauté physique au détriment de 19 autres candidates. Miss Kokwe a 20 ans, 1m82 et étudiante en journalisme. Retour sur les temps forts de cette soirée, riche en couleurs et en émotions, avec Dodo Waré et Esther Laclé. De toutes ces 20 candidates, belle et intelligente, la porteuse du brassard numéro 8 avait quelque chose en plus. Pas étonnant qu'elle succède à Gaëlle Adjo, Miss Togo 2015. Kokwe Maoubedjo d'Almeida a été élue Miss Togo 2016 ce dimanche à 0h18. 1m82, soit 11 kg, 20 ans, étudiante en 2e année de journalisme, sourire angélique, allure majestueuse. Ce sont les qualificatifs de cette nouvelle reine de la beauté togolaise. Mais ce qui lui a le plus valu la couronne, c'est sa capacité à convaincre jury et public à travers ses prestations qui ont tranché. Numéro 8, d'Almeida Maoubedjo Kokwe Balbina, 20 ans, 1m82 pour 71 kg, en 2e année de journalisme. Elle a effectivement mérité ça parce que c'est ça qu'on attendait. Le numéro 8, oui, c'est vrai. C'est ça qu'on attendait. Le choix était bien clair. La soirée a duré 3 heures d'horloge. Après 3 épreuves, à savoir l'interview préparée, les sorties en maillot de bain et en tenue de ville, des 20 candidates au départ, il n'en restait que 10 qui ont pris part à l'épreuve fatidique de l'interview. Les questions ont porté sur l'environnement. Une épreuve qui a permis de départager définitivement les concurrentes. On appelle les réserves naturelles des réserves créées par l'environnement. Des réserves qui viennent de l'environnement, excusez-moi. J'invite donc toute la population togolaise à ne pas puiser dans ces ressources, car à l'heure actuelle, nous avons dépassé la limite de ces réserves. Kokwe Maoubedjo d'Almeida est la 22e Miss Togo. Son projet social est consacré à l'entrepreneuriat des femmes démunies et à ses côtés, le comité national Miss Togo veillera au grain pour l'aider à atteindre ses objectifs. Tout d'abord, je compte bien promouvoir la culture togolaise à travers le monde et je pense reprendre le projet social de la Miss 2015 car c'est un projet qui m'a touchée et je pense que la femme est l'avenir de demain. Donc, je suis émue de l'accueil du public, je suis émue de l'émotion, la fraternité qu'on avait entre candidates et je suis très contente de partager ce mandat avec ma première et ma deuxième dauphine, avec Gloria et aussi Sandra. En dehors de la promotion de la beauté de la jeune fille, l'élection Miss Togo est avant tout une plateforme de promotion de la culture togolaise. Un événement qui a bénéficié de l'aval constant des autorités du pays. Nous avons pu voir ces dernières années l'intelligence des Miss Togo et surtout leur abnégation et leur implication dans la vie sociale de notre pays. Elles aussi, elles contribuent à l'édification de notre nation. Et pour cela, je voudrais que l'on acclame ce soir toutes les Miss passées et les Miss à venir. Je voudrais vous dire également que cet événement recevra toujours le soutien du gouvernement et nous serons toujours là pour porter cette voix. Miss Kokwe a pour dauphine Eiram Kankwe Aro et Stéphanie Blandeye. Miss Togo 2016 bénéficie de plusieurs avantages, dont une voiture,
des voyages en Europe et beaucoup d'autres cadeaux offerts par des sponsors. Son projet social est évalué à 150 millions de francs CFA. Bon vent donc à la Miss Togo 2016. Et c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Retrouvez Prudence Zinsou à 22h30 pour l'édition de nuit. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain à 20h.